L'armée, c'était toute sa vie. Les cheveux courts et la barbe rasée. Quand il prenait ses repas avec ses camarades de régiment à la caserne. C'était il y a 1 an à peine. Il me reste encore des tenues de sport, des treillis, les scratchs, les grades, les insignes brigade, compagnie. Ça c'est le béret, c'est la coiffe qu'on met tous les jours dans l'infanterie de marine avec l'encre de marine. Vous étiez fier de porter l'uniforme? Oui, c'était un rêve d'enfant. C'est toujours, au fond, c'est toujours des valeurs qui me tiennent à cœur. Servir son pays et être prêt à aller à l'action. Et puis quand je me suis engagé, je voulais de l'action. De l'action, Maxime en rêvait en intégrant le 21e régiment d'infanterie de marine à Fréjus. Un régiment régulièrement envoyé au combat. À 20 ans, après des mois d'entraînements intensifs, de manœuvres, Maxime s'imagine déjà en mission au Mali ou en Centrafrique. Mais son rêve va vite se briser. Maxime est déployé sur l'opération Sentinelle. À la place des combats, de longues journées à patrouiller dans les rues ou devant les gares. En quelques mois, toutes ces illusions s'envolent. On s'ennuie, même quand on tourne dans une gare, on tourne en rond. Au final, la gare, on la connaît par cœur. Et voilà, on a fait une 30aine de kilomètres rien qu'en marchant dans la journée. C'est toujours la même gare, c'est toujours les mêmes quais, c'est toujours le même hall, la même entrée. Et c'est lassant. Je ne m'étais pas engagé pour faire vigile. Voilà, c'est ça, c'est faire vigile devant une gare. Voilà, moi j'avais opté pour l'action et au final, on m'a servi de l'ennui, on m'a servi de la monotonie. Une profonde lassitude qui va le ronger. Lui qui se sentait heureux et en pleine forme. Au fur et à mesure de ses 6 missions sentinelles, son mal-être s'aggrave. J'avais pas l'envie. Il fallait y aller, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Un peu comme on guide du bétail, quoi. Voilà, sauf que c'était moi le mouton. Donc bon, je le faisais parce que je devais le faire, parce qu'on m'avait donné l'ordre de le faire. Donc j'ai signé, je ferme ma gueule et j'y vais. Mais au niveau de mon moral, ça allait vraiment pas. Je dormais plus, je mangeais plus. C'était clairement une dépression. Moi j'ai arrêté l'armée pour un état dépressif. Maxime terminera son contrat de 3 ans dans la douleur. Les 6 derniers mois en arrêt maladie. Aujourd'hui, il va mieux. L'ancien fantassin a entamé des études de commerce. Mais il en veut toujours à l'armée d'avoir brisé son rêve d'une prestigieuse carrière militaire. Combien sont-ils comme Maxime à souffrir en silence pendant qu'ils accomplissent leur devoir? D'où vient ce malaise dans les rangs de l'opération Sentinelle? Tout a commencé en janvier 2015. Les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher traumatisent le pays. Des scènes de guerre en pleine ville. L'État décide d'envoyer 10 000 de nos soldats patrouiller partout sur le territoire, du jamais vu depuis 60 ans. Leur mission, surveiller nos gares, nos monuments, nos lieux de culte. L'opération Sentinelle devait durer quelques mois. Mais 3 ans plus tard, ils sont toujours là. En première ligne face à la menace terroriste. Et ces symboles de l'autorité de l'État sont à leur tour devenus des cibles. Beaucoup se disent aujourd'hui usés par une mission qu'ils considèrent parfois dangereuse et inefficace. On est en stress permanent parce qu'en fait, dans notre tête, on est constamment en train de s'imaginer que, par exemple, le personne qui est sur votre droite, elle a un gros sac. Et bien là, elle porte un engin explosif. Mon opinion de Sentinelle, c'est qu'on est là plus pour faire de la présence.
En fait, on a l'impression d'être là, d'être un panneau publicitaire, en fait. Que se passe-t-il exactement dans la tête des sentinelles? Au fort de Vincennes, la base des sentinelles déployée sur Paris. Allez, messieurs, réveil. Les soldats s'éveillent aux aurores. Suleiman, réveil. Allez, on émerge. Ça va, Cucu? Ça va, tranquille. Comme chaque matin, c'est le sergent Paul, 27 ans, qui réveille les 8 soldats de son unité. Sergent, oui. Il est quelle heure, là? Là, il est 5 h du matin. Vous vous réveillez tous les matins à cette heure-là? Tous les matins, lorsqu'on part en patrouille, on se réveille à 5 h, oui. C'est quoi le programme, là? Alors là, le programme, c'est préparation, une perception des munitions à 5h30. Donc là, ça laisse le temps à tout le monde de se réveiller tranquillement. Et ensuite, on partira à 5h45 pour les différents lieux de patrouille dans Paris. Ils ont entre 22 et 27 ans. Ils s'appellent Suleiman, Thomas ou bien encore Kevin. C'est leur premier contrat de 5 ans dans l'armée de terre. Tous sont artilleurs et certains ont déjà combattu au Mali. Depuis 3 semaines, la même routine. 45 minutes pour être lavé, rasé, avoir déjeuné et être prêt à partir. Pas trop dur? Ça pique un peu, mais ça va. Non, ça va. Faut pas se coucher trop tard, sinon ça va. Chaque militaire est équipé du même fusil d'assaut automatique, un FAMAS. C'est 53 222. 4 kilos qu'ils portent autour du cou toute la journée, auxquels il faut ajouter les 15 kilos de leur gilet pare-balles. Ces soldats ont tous été choisis par le service communication de l'armée. Voilà pourquoi ils peuvent témoigner à visage découvert. Avant chaque départ, le sergent Paul donne ses instructions. Allez, messieurs. La patrouille du jour, la gare de l'Est. Le rythme de patrouille sera en 2 h, 2 heures. D'accord, 2 heures de patrouille, 2 heures de repos. Vous n'hésitez pas à rendre compte dès que vous voyez quelque chose qui peut vous paraître suspect. Très bien, quelqu'un qui aura le regard fuyant, qui va aller vite, d'accord, vous connaissez exactement tous les signes d'une personne qui va être suspect. Vous vous endormez surtout pas lors des patrouilles. Je veux pas que vous soyez des simples porte-FAMAS, d'accord? Vous êtes des militaires, vous agissez comme tel et vous répondez aux ordres de vos chefs. Ok? Il est 6 h du matin. Les sentinelles investissent la gare de l'Est avant l'arrivée des voyageurs. Allez, le dispositif, on regarde, on ouvre les yeux, la journée commence. Ils vont marcher toute la journée jusqu'à 23 h, alternant 2 heures de patrouille et 2 heures de pause. À gauche. Le dispositif, lui, est toujours le même. 2 devant qui ouvrent la marche et 2 derrière qui sécurisent la patrouille. L'objectif, être visible de tous et arpenter chaque recoin de la gare. D'un pas lent, attentif, il déambule jusqu'à 30 km par jour. Et tous les quarts d'heure, il s'arrête. Allez, statique. De longues minutes, il reste immobile au-dessus de voyageurs pressés. La statique, c'est pas, on se le dit entre nous, c'est pas forcément ce que vous préférez? Je ne veux pas m'avancer sur ce sujet-là. Je ne dirais pas. Je suis pas habilité à répondre à cette question. Désolé. Est-ce qu'à votre avis, les Français qui vous croisent tous les jours se disent que vous vous ennuyez? Honnêtement, peut-être quand ils nous voient en statique, ils doivent se dire qu'on n'a pas une mission des plus intéressantes, mais
Pour nous, on sait que sur la sécurité de tous ces gens qui arrivent et qui partent, c'est quelque chose de très important. Ce jour-là, ils sont 4 militaires pour surveiller 100 000 voyageurs. Les sentinelles scrutent la foule du regard, à l'affût d'un détail anormal, mais sans critères bien définis. Précisément, qu'est-ce que vous essayez de déceler dans le comportement des gens? Je pense que c'est quelqu'un qui se démarquera des autres, quelqu'un d'un peu, on le voit, il sera bizarre, il sera pas... Je pense que c'est... Tout le monde peut déceler ce genre d'individu, c'est quelqu'un qui est méfiant ou qui a peut-être peur ou qui, au contraire, qui fuit le regard ou qui... Ça arrive souvent qu'il y en ait? Pour ma part, j'en ai jamais vu. Et après, des gens un peu bizarres, oui, il y en a forcément. Mais donc concrètement, là, si vous identifiez un suspect, qu'est-ce que vous faites? On est habilité à le suivre et à regarder ses mouvements, vérifier qu'il n'y ait pas de... C'est vraiment suspect. On ne peut pas agir forcément sans les forces de police. C'est la loi, et elle est très claire. Si Thomas repère une personne au comportement douteux, mais pas directement menaçant, il ne doit pas intervenir. Il doit appeler par radio l'officier de police du secteur, seul habilité à interpeller le suspect. Cette procédure donne à de nombreux militaires un fort sentiment d'impuissance. C'est le cas de Clément, 30 ans. Lui est sergent dans l'artillerie. Parler à visage découvert l'exposerait à des sanctions de sa hiérarchie. C'est frustrant, en fait. On ne peut pas contrôler l'identité d'une personne, on ne peut pas fouiller le sac d'une personne. Juste un exemple, s'il y a quelqu'un qui se balade comme ça avec un sac à dos, on voit qu'il y a un petit fil électrique qui dépasse et puis tout, le seul truc qu'on pourra faire, c'est excusez-moi monsieur, est-ce que vous voulez bien nous suivre, etc. Le mettre dans un coin, le garder en attendant qu'un policier arrive et contrôle, lui, cette personne. Donc ça fait que si la personne a vraiment de l'explosif dans le sac, mais si elle se dit, bon, bah, ok, je vais attendre que le groupe il m'emmène là-bas, et arrivé là-bas, bah, bim, je me fais péter. Voilà. S'il évoque un scénario aussi sombre, c'est pour dénoncer, dit-il, les incohérences du dispositif. Pour lui, Sentinelle serait surtout une opération de communication. Moi, mon impression, mon opinion de Sentinelle, c'est qu'on est là plus pour faire de la présence, en fait, de la présence d'autorité, alors qu'on n'a aucune autorité. Voilà. Et entre nous, on se dit, bah ouais, ça sert à rien, pourquoi on est là on parle de ça entre nous. Hein. En fait, on a l'impression d'être là, voilà, d'être un panneau publicitaire, en fait. Voilà, de la dissuasion, c'est tout. C'est juste visuel. Cette simple présence, censée être dissuasive, l'armée l'assume totalement. S'afficher est aussi l'une des missions des militaires. La preuve ce jour-là, avec le sergent Paul et sa section en patrouille à Montmartre, à Paris. Kéké, place du Tertre, on passe en tête, bravo un champ derrière nous. Départ. Au milieu du flot de touristes, ces soldats lourdement armés ne passent pas inaperçus. Mais à voir les salutations et regards bienveillants, leur présence ne semble choquer personne. Est-ce que vous sentez dans leur regard, dans le regard des gens qui sont rassurés, qui se sentent en sécurité quand ils vous parlent? On voit beaucoup de ça, on voit beaucoup, les gens sont surtout impressionnés de nous voir. Et surtout, ils se sentent, je pense, en sécurité. On représente l'armée française, on est exactement ce qu'il faut. Et ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est ce qu'il faut. Venez voir, il y a un plan des transports. Plus surprenant, les sentinelles sont même sollicités pour jouer les guides touristiques. Alors ça, c'est les bus, je pense. C'est le parcours de bus. Un peu du midi, oui. Un peu du sud. Ça s'entend peut-être? L'accent qui aide. Exactement. Bonne journée. Ça vous arrive souvent, ça? Que les gens viennent nous voir pour une intervention, oui. Oui. Est-ce que ça vous semble être votre rôle? Dans notre rôle, je pense, il y a rassurer aussi. Et ça nous donne un côté beaucoup plus humain.
un côté beaucoup plus proche des gens. On n'est pas uniquement des soldats, on peut aussi avoir une communication avec les gens, les aider, les informer, les orienter au mieux. Donc je pense que ça peut rentrer dans le rôle. D'après un sondage paru le mois dernier, 65% des Français trouvent l'opération Sentinelle rassurante. Bonjour. Mais seulement 56% la jugent efficace. En 2 ans et demi, le bilan de l'opération semble bien difficile à établir. À Marseille, le 1er octobre dernier, des sentinelles ont abattu un terroriste qui venait de tuer 2 jeunes femmes à l'arme blanche. C'est la première fois qu'une patrouille ouvre le feu sur un assaillant qui visait des civils. Mais à 7 autres reprises, ce sont eux, les soldats de Sentinelle, qui ont été pris pour cible. Au Louvre, ils tirent, sans le tuer, sur un homme qui les agressait avec 2 machettes. À l'aéroport d'Orly, un assaillant ici en blanc tente de se saisir de l'arme d'un des militaires. Il sera finalement abattu par un autre soldat de la patrouille. À Levallois-Perret, cet été, 6 soldats sont blessés par une voiture bélier. L'auteur est arrêté quelques heures plus tard. Des militaires attaqués. L'armée a dû s'adapter. 8 heures du matin au fort de Vincennes, des sentinelles s'entraînent. Leurs FAMAS, ils les ont laissés au vestiaire. Ce matin, ils s'exercent au corps à corps, à main nue. Ok, je le montre. Hop. Vous êtes dans la rue, vous patrouillez, hop. Le mec il vient vous saisir avec un couteau. Là, hop. Pas à l'intérieur, ok. Et avec l'avant-bras, au niveau des triceps. L'exercice pratique du jour, un scénario d'attaque au couteau lors d'une patrouille. Ah, le mec il a encore le couteau dans sa main. Petit bec de canard, il va lâcher tout seul. Avant chaque mission sentinelle, les militaires suivent une formation spécifique de 2 semaines. En 2 ans, elle a beaucoup évolué. Désormais, l'armée prépare ses hommes à l'idée qu'ils sont eux-mêmes des cibles et les entraîne en priorité à assurer leur propre sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à essayer de se former pour assurer votre propre sécurité alors que vous, initialement, en sentinelle, devez assurer celle des Français, celle des civils? Alors je répondrai que pour assurer la sécurité de la population, il faut aussi qu'on assure la nôtre. Si nous sommes en danger, on ne pourra pas réaliser la mission. Allez les gars, on va attaquer la partie court, la partie pratique réelle. Le maître mot de cette formation, respecter scrupuleusement le cadre légal de la légitime défense. En cas d'attaque, ils doivent privilégier l'arrestation à main nue et n'utiliser leur arme de guerre qu'en tout dernier recours. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Louche, louche, louche! Rouge, rouge, rouge! Monsieur, posez ce couteau! Monsieur, posez ce couteau! Monsieur, posez ce couteau! Eh, faites attention les gars, posez ce couteau monsieur! Ah non, je ne poserai pas. Souffle-le, souffle-le! Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Monsieur, on vous avait prévenu. On vous avait demandé de poser votre arme, monsieur. Ok, je préviens la Monsieur, calmez-vous. Pourquoi vous leur dites pas d'utiliser leur arme de guerre, là? Parce qu'on a des recours minimum avant d'utiliser notre arme. Et tant que notre vie n'est pas en danger, ça rentre pas dans le cadre de la légitime défense. Il faut que l'acte soit imminent, avéré, et qu'il y ait un danger pour nous ou pour autrui. C'est pas évident, ça, à déterminer. On est habitué, on travaille pour ça, on est entraîné pour répondre à ces questions. Et c'est ce qui fait que justement on est en mesure de faire stopper une menace par d'autres moyens. Officiellement donc, ni ces contraintes, ni ce contexte anxiogène n'affecteraient le moral de nos soldats. Le risque fait partie du métier, en apparence, tout va bien. Après ce genre d'exercice, est-ce que vous vous dites pas que vous êtes vulnérable? Non, un petit peu, mais... Un petit peu, parce que forcément on porte l'uniforme, on représente une force armée, donc on est forcément un peu vulnérable. Mais... Quelqu'un avec un couteau, vous ne pourrez pas vous défendre avec une arme? Je suis pas habilité à répondre. Silence dans les rangs. Chez la Grande Muette, qui plus est face à une caméra.
un soldat n'étale pas ses états d'âme. Pourtant, beaucoup de militaires et leurs familles n'en peuvent plus. Va voir papa, mon cœur. Tu viens, papa, il te porte. À 24 ans, le soldat Samuel rentre tout juste de sa 6e mission Sentinelle en 2 ans et demi. La dernière a duré 6 semaines consécutives. Des missions qui se sont rajoutées à toutes les autres déjà prévues, opérations à l'étranger, formation. Aujourd'hui, Samuel dit avoir l'impression de ne plus voir sa famille. C'est bon la gaufre. Oui, c'est bon ça. Combien de temps vous avez passé en dehors de votre foyer familial à cause de Sentinelle? En cumulé, pratiquement 1 an. Donc 1 an sur 2 ans et demi de la vie de mon fils, 1 an c'est conséquent. J'ai loupé les premiers pas, j'ai loupé les premières dents, j'ai loupé les premiers mots, le premier papa, le premier maman. Et du coup, ça vous arrive de regretter d'avoir choisi une carrière de militaire? À certains moments, oui. À d'autres, non, parce que forcément, voilà, c'est mon boulot, c'est mon travail. Donc je savais très bien en m'engageant à quoi m'attendre. Et c'est vrai que je regrette parfois de ne pas être là. Des absences qui pèsent aussi sur le moral de sa jeune compagne. Un mari parti la moitié de l'année, pas vraiment la vie de couple qu'elle avait imaginée. Est-ce que vous pensez que les Français se doutent que ça nécessite autant de sacrifices pour vous? On voit les militaires, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils font un job. Mais je crois que les Français ne se disent pas derrière qu'il y a des femmes et des enfants qui attendent à la maison. Pendant que lui, il est en sentinelle, je dois, quand il n'est pas là, gérer le petit, mon travail. C'est-à-dire que je suis comme une maman solo à temps partiel. En plus de l'absence, Samuel dit souffrir d'une fatigue nerveuse. Dans l'armée, Samuel est spécialiste des transmissions, plutôt tourné vers les liaisons téléphoniques que le combat en zone de guerre. Mais Sentinelle nécessite 7000 hommes déployés en permanence. Alors comme les autres, Samuel doit être prêt à réagir à une attaque, à affronter ce danger insidieux qui l'angoisse de plus en plus. C'est quoi ce qui vous stresse le plus quand vous patrouillez? Mais ce qui nous stresse le plus, c'est que c'est totalement le fait qu'on ne sait pas d'où ça peut arriver. On est en stress permanent parce qu'en fait, dans notre tête, on est constamment en train de s'imaginer que, par exemple, la personne qui est sur votre droite, elle a un sac, un gros sac, et bien là, elle porte un engin explosif. Donc là, il faudrait qu'à tout moment, on intervienne. Ou une moto passe, elle sort un pistolet automatique ou un couteau, et il nous passe à côté et il nous percute. On est tout le temps, constamment, on regarde constamment. À force de patrouiller des heures, Samuel est toujours sur le qui-vive, comme si surveiller était devenu une obsession. Même après le travail, eh bien, on reste quand même marqué de toute cette tension et de cette vigilance constante en fait. Sans m'en rendre compte en fait, j'analyse en fait. Je me dis ok là lui il fait ça, lui il marche comme ça, le mec il a telle attitude. Et là on discute ensemble, mais même en discutant en fait j'ai toujours un regard à droite à gauche en regardant des gens. Est-ce que sur plusieurs années c'est tenable de ne faire que des patrouilles sentinelles avec ce stress au quotidien? Non, bien sûr que non. Mais après, même au sein de l'armée, les états-majors se rendent pas compte à quel point leurs soldats ils sont fatigués. Cette usure physique et morale, l'état-major affirme au contraire en avoir parfaitement conscience. Il y a un mois, des aménagements ont été consentis, plus de pauses, moins de positions statiques et des aides pour les familles. Mais pour la hiérarchie, le message est clair, tant que l'État prolongera la mission Sentinelle, l'armée la remplira sans sourciller. On a constaté que certains militaires voulaient quitter l'armée à cause de Sentinelle, qui avait une forme de lassitude, de désillusion. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça? Alors, le fait qu'il y ait une fatigue et une usure liées notamment au mode d'action qui est un mode d'action dynamique, avec des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire on est très mobile. Les soldats sont très mobiles avec de l'ordre d'une vingtaine de kilos sur le dos, même s'ils sont préparés physiquement pour ça. Oui, ça on le sait. Qu'il y ait que certains ressentent et pu ressentir de l'ennui ou de la lassitude,
Je dirais oui, sans doute. Mais il s'agit de continuer. Dans les armées, il y a 3 références qui sont le drapeau, la mission et le chef. Donc, c'est-à-dire que, par principe, vous ne choisissez pas, je dirais, votre mission. Vous remplissez votre mission du mieux possible. Mais pour certains, c'en est trop. Le sergent Clément, lui, a fait son choix, il va quitter l'armée. Après 10 ans de service, à arpenter les zones de guerre en opération extérieure, il ne reconnaît plus son métier. Il y a 100% de chances que je ne re-signe pas, quoi. Pour moi, le job d'un militaire, c'est de partir en guerre. Moi, je ne me suis pas engagé pour faire la sécurité. C'est pas le job d'un militaire. Je pense qu'il y a assez de forces de l'ordre, gendarmerie, CRS, policiers, pour faire cette mission-là. Nous, on a d'autres chats à fouetter, comme on dirait. Mais le plus grave, selon lui, c'est la désillusion qui frapperait les jeunes recrues. Ces soldats engagés en 2015 et qu'il a lui-même formés. Les petits jeunes, ils ont moins d'1 an de service et ils veulent arrêter. Ils se sont engagés, c'est bien, ils vont jusqu'au bout de leur contrat, mais ils savent déjà que, alors qu'il leur reste plus de 4 ans, ils savent déjà qu'ils ne re-signeront pas. Ils arrivent, ils font leur classe, ils passent tous les diplômes, et souvent, et même à 95%, voire 100% des cas, leur première mission, c'est des sentinelles. Voilà. Ils sont engagés pour faire ça. Selon lui, beaucoup de ces jeunes ont été séduits par les spots publicitaires de l'armée. Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix. Vantant aussi bien les opérations extérieures que la mission Sentinelle. Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix. Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête. En presque 3 ans, sur fond de traumatisme post-attentat et de sursaut national, 46 000 jeunes se sont engagés, la plupart pour des contrats de 3 ou 5 ans. Mais parmi eux, certains ont craqué au point même d'enfreindre la loi en désertant. C'est le cas d'Aurélien. Lui a déserté après 2 ans d'engagement. Il est poursuivi par l'armée et risque 3 ans de prison minimum. Ce jour-là, il se rend chez son avocate avec son père pour préparer son procès en correctionnel. Bonjour. Bonsoir, maître. Bonjour, maître. Bonjour. C'est du retard? Non, je vous en prie. Oui. Un soir de février dernier, alors qu'il revient exaspéré de sa dernière mission Sentinelle, Aurélien quitte l'armée comme il y était rentré, sur un coup de tête. Dès qu'on nous a dit permission, moi dans ma tête c'était sûr que je prenais mes affaires et que je faisais pas de demi-tour, quoi. Il n'y a pas de demi-tour. C'est quand même risqué de déserter. Dans quel état d'esprit vous étiez, vous? J'en ai un ras-le-bol en fait, c'est un ras-le-bol total. C'est un peu bête de ma part parce que j'aurais peut-être pu serrer un peu les dents et aller peut-être au bout et éviter ce jugement. Mais bon, après, moi je regrette rien. Marqué par les attaques du 13 novembre, Aurélien se rêvait en combattant héroïque. Quand on parle d'armée, c'est ça en fait. On veut pas faire la guerre, mais on veut être au contact quand même. Après, on nous dit oui, vous allez peut-être partir en Afghanistan, vous allez sans doute partir au Mali, au Liban, et ça met une petite pointe d'adrénaline quand même, parce que quand on s'engage à l'armée, c'est ce qu'on recherche aussi. Mais pour son avocate, l'armée ne jouerait pas franc jeu avec les jeunes au moment de les engager. Je crois aussi que c'est les rêves de petits garçons qui allaient jouer à la guerre qui sont un peu tombés aussi et qu'on leur a vendu ça. Quand je regarde sur internet et que je vois des publicités que je trouve ressembler vraiment à des jeux vidéo, je crois qu'on leur vend pas la réalité, parce qu'un militaire qui commence, il va pas aller en OPEX en Afghanistan ou au Mali, sa première mission, c'est faux. L'armée enjoliverait-elle la mission Sentinelle pour attirer ses futurs engagés? Nous avons demandé à assister à un entretien de recrutement. Refus catégorique.
Nous avons alors envoyé en mission Hugo, un étudiant de 22 ans. Il va se faire passer pour un candidat. Équipé d'une caméra cachée, il s'est rendu dans 2 centres de recrutement. Son scénario, celui d'un jeune étudiant un peu perdu, en quête d'un avenir à l'armée. En fait, ça fait 2 mois que je me dis que j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus concret que des études, quoi. Et la surprise, face à lui, les recruteurs évoquent en toute franchise ce que l'opération Sentinelle peut avoir de plus ennuyeux. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'année, quoi? Vous risquez de faire du Voilà. pirate. Ça, c'est pas rigolo. Vous faites chier, vous êtes là, vous êtes... Ça fait partie de nos missions. On fait quoi? Ça se passe comment? Ah bah c'est rébarbatif. Et c'est des journées qui sont longues, c'est des journées qui sont assez épuisantes. On marche. C'est que de la marche. Voilà. Il y a des attentats, ils veulent des militaires dans la rue pour faire de la surveillance, c'est comme ça. Normalement, la sécurité intérieure, c'est la gendarmerie et la police nationale. On est d'accord? Ouais. Maintenant, voilà, Vigipirate fait partie de notre vie. Et les sentinelles, bon, on en fait au début. J'imagine qu'à force, on en fait de moins en moins ou non? Genre, si je m'engage pour 5 ans. Ça va en faire pendant 5 ans. Ah ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Des recruteurs peu enthousiastes. Une mission parfois mal vécue par de jeunes militaires déçus. Sentinelle a sans doute changé le métier de soldat. Et pour combien de temps? À ce jour, aucune date de fin n'est prévue pour cette opération hors norme.